Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé, journée assez folle, et on va aller faire bien sûr comme d'habitude et comme à chaque meeting de la Fed, eh bien la description un petit peu du discours de Powell et des questions qui lui ont été posées. Allez, intro. Alors d'abord, bien sûr, on like, on s'abonne, etc. Toutes ces choses sont importantes pour que la chaîne continue sur la même lancée, c'est-à-dire un rythme continu, un petit peu entre guillemets, sur les vidéos, etc. Pour le moment, ce qu'on peut voir, c'est, on avait marqué ce niveau 5 minutes ici qui a très bien réagi, tenu un petit peu de cette trend pour le moment. On avait marqué ici, et c'était dans la vidéo de ce matin, l'idée que soit on était sur une structure de retournement là-dedans, soit on était sur un biseau ascendant. On a eu plutôt une structure de retournement qui a magnifiquement atteint sa target dès la cassure ici. Donc là-dessus c'est bon, je pense qu'on peut enlever la target qui était là et celle-ci. Ce faisant, on casse une distribution potentielle. Pour l'instant, elle n'est que potentielle au sens où c'est relativement facile de faire une droite avec 2 points. Vous voyez, pour le moment, on la casse. On est actuellement finalement plus ou moins au retest. Et on échoue juste avant le FOMC sur ce 4 heures là, qui est le nouvel endroit, hein, juste avant, à passer bien sûr, juste avant, je dirais la zone ATH quasiment, hein, puisque là on a ce 4 heures, à partir du moment où on passe ce 4 heures là, on a des très très bonnes chances d'aller faire un nouvel ATH. Donc, finalement, un CPI qui était plutôt bon. On a eu, je le répète, je l'ai déjà dit sur Twitter, mais je l'ai peut-être pas dit en vidéo. J'ai fait la vidéo ce matin avant le CPI. On a un CPI qui était à 3,3 au lieu de 3,4 globalement. Donc, on va mettre à jour un petit peu nos chiffres ici sur la courbe d'inflation. Globalement, c'est très légèrement en dessous, du forecast, du consensus, si vous préférez, économique. Le chiffre ne s'est pas encore affiché sur la charte, mais c'est pas grave. Donc ici, on est non pas à 3,36 comme nous on l'avait dit, encore une fois, le forecast était à 3,4. Nous on avait dit, on avait fait une médiane à peu près à 3,36. On est légèrement en dessous, 3,30. C'est plutôt une bonne chose. Parce que déjà on a une diminution graduelle depuis 3 mois, hein. C'est en dessous du consensus, donc le prix l'a très bien pris, hein. C'est ça qui a fait qu'à un moment donné on a eu cette petite poussée de 1700, 2000 dollars. Ce qu'on veut voir encore une fois pour le moment, et je pense que tout le monde sera d'accord pour ça, c'est d'aller perdre ça, quoi, d'accord, hein. À partir du moment où on passe sous 3,10, ça sera vraiment très très bon. On est à 3,30, on est peut-être sur le chemin, et ça c'est plutôt une bonne chose. Je vais pas rentrer dans le détail du CPI, mais globalement, on avait un consensus qui était pour le core CPI, donc la partie verte que vous voyez ici. D'ailleurs, c'est pas 3,3, là en fait, c'est 3,4, autant pour moi. Donc 3,3 pour le chiffre global, vous comprenez ici que je fais 3,4 moins 0,1, encore une fois on a déterminé ici l'inflation de demande, le corps, hein, et la diminution plutôt des prix sur tout ce qui est food et énergie. Donc on est à 3,3 quand même sur le headline, mais le corps était à 3,4, on attendait plutôt 3,5, donc on a vraiment diminué du côté du corps, et ça c'est plutôt une bonne chose, hein. Le corps est plus ou moins la partie sur laquelle Powell peut réellement bien sûr agir. Le marché l'a très bien pris, que ce soit côté S&P comme Bitcoin, et puis ensuite on a eu l'annonce des taux. Alors ça c'était à 20h, où du coup le marché nous a dit que, le FOMC, excusez-moi, hein, c'est un petit peu, hop, voilà, le FOMC, nous a dit que les taux resteraient inchangés, hein, tout simplement, ce qui était pricé par le marché à ce stade. Mais il y a surtout eu dans le communiqué une relativement mauvaise nouvelle qui, elle, était de dire, eh bien que probablement, si vous voulez, la Fed, je mets en pause une seconde pour vous sortir une charte. Voilà, donc si vous voulez, la Fed, c'est une bonne vingtaine de personnes, si je ne me trompe pas. Ils ont tous des prévisions, d'accord? Donc du coup, ils nous disent ce qu'ils pensent en 2024, 2025, ici 2026 et plus tard.
Pour eux, ça, ce sont des prévisions, bien sûr, pour les Federal Fund Rates, c'est-à-dire qui actuellement sont à 5,5%. Et là, vous voyez que globalement, on va dire, la médiane considère qu'il n'y aura qu'une baisse de taux cette année. Alors que en mars, il nous avait été dit différemment, c'est-à-dire toute cette barre-là était légèrement plus bas. D'où ça vient ça? Ça vient tout simplement que sur les 3 derniers mois, voire même sur toute la première partie finalement excusez-moi, 2024, on a eu des mauvais CPI, d'accord? Si je vous ressors la charte là ici également, vous voyez que ça fait à peu près un bon petit moment, peut-être potentiellement même plus que 6 mois, mais on avait eu des très très bons CPI, et comprenez que là le chiffre est annualisé. Chiffre annualisé, ça veut dire year over year, donc ça veut dire que on efface N-12 et N-12 mois, et on rajoute les datas de ce mois-ci, hein, c'est ça qui vous donne le chiffre annualisé. Et là, en fait, finalement, vous le voyez, ça fait depuis avril 2023 qu'on est à peu près dans la même zone, d'accord? Donc, il était relativement facile de descendre quand on était dans toute cette zone-là, mais là, on est en train d'effacer des chiffres qui, depuis finalement 1 an, sont bons. Donc, il va falloir une réelle baisse pour finalement arriver à diminuer ces chiffres, vous le comprenez, d'accord? Donc ça, c'est important à comprendre, c'est vraiment quelque chose qui est, je dirais, fondamentalement important. Quand on parle de 2%, on parle d'un chiffre annualisé, c'est pour ça qu'ici, nous, on regarde plutôt le chiffre year over year, quel est finalement le reading par rapport à Powell, on ne regarde pas le chiffre au mois par mois. Au mois par mois, globalement, on est à 0,3 sur le mois. Si je multiplie par 10, ça fait 3,6. C'est à peu près la médiane dans laquelle on est. Donc, il n'y a pas réellement de progrès de fait. C'est ça que je veux dire. C'était beaucoup plus facile de baisser quand on effaçait, bien évidemment. Quand on était ici, là, sur cette longue période de baisse, on effaçait des chiffres qui étaient là, pour le coup, à la hausse. Donc, du coup, bien évidemment, N-12 mois était plus facile à effacer puisque on avait de la baisse conséquente en year over year, encore une fois. Donc ça, c'est important à comprendre. Et d'une certaine manière, pourquoi je disais ça? Oui, on a eu des assez mauvais... on a eu des bons CPI, on va dire, sur la première partie de 2023. Mais depuis, finalement, le 2e trimestre 2023, vous voyez qu'on est un petit peu sur ce plateau. Donc à partir de là, en mars ici, donc on était par là, hein, c'était en mars 2024, on était par ici, on avait des projections on était même ici, c'était plutôt sur ce CPI là, on avait des projections qui étaient plutôt encourageantes pour se dire qu'on allait continuer à effacer des chiffres assez hauts, et vous comprenez là que je parle de juillet et août, qui seront des chiffres en commune mesure sur lesquels on était remonté, donc ça sera peut-être plus facile d'avoir des diminutions sur les 2 prochains CPI. Les deux, alors pas le prochain, mais le suivant et l'après-suivant, on va dire, c'est-à-dire donc juillet-août. Après, à partir de là, voilà, c'est un petit peu la question que se pose la Fed, c'est qu'elle nous dit finalement, moi j'avais prévu en mars de couper 2 fois, et en fait aujourd'hui je vous dis qu'au vu de ce que je vois, c'est-à-dire un plateau plus ce qu'on voit sur le marché de l'emploi, je ne pense couper qu'une fois. Et ça, c'est un consensus bien sûr entre tous les membres de la Fed. Vous avez vu, on a tous les petits points correspondent à ce que pense un des membres de la Fed. On va attaquer sur le discours de Powell, on va pas faire le fondamental aujourd'hui bien sûr, on va vraiment juste dérouler le discours de Powell. Donc finalement on va attaquer tout de suite. Je vais direct vous faire le condensé entre guillemets. Mais entre guillemets, bon, c'est le truc habituel qui nous dit, c'est-à-dire nous on veut le plein emploi, on veut 2% d'inflation. Cette fois-ci on reste à 5%, on reste à l'endroit où on en est. On a une activité économique qui ralentit un petit peu, on est passé de 3,4% l'année dernière à 1,3% sur le premier semestre, mais on reste sur une belle activité économique, un joli PIB avec une médiane à 2,1% en forecast pour l'année 2024. Donc pour lui, c'est pas trop mal. Le marché du travail est toujours très fort. On rappelle que Powell voudrait que le marché du travail se calme un petit peu, mais on a diminué au 2e trimestre. On est revenu à un marché du travail entre guillemets tiède, et en gros là il nous a montré, je vous les montre pas mais il nous a montré les targets au niveau du chômage. Globalement il target 4,2 à la fin de l'année en termes de chômage. Là on est à 3,9 si je me trompe pas en chômage, si je dis pas de bêtises.
On est à 4, pardon. C'est ça, c'était sur mai, ouais. On attendra les datas de... Oui, c'était sur mai, donc c'est bon. Donc globalement, il dit que bon, on a un CPI à 3,3, on a un core PCE qui est autour des 2,8, je crois, si je me trompe pas. C'est pas trop mal pour être sur le chemin des 2%, mais pas suffisant pour avoir la confiance pour baisser les taux cette fois-ci. Et pas de confiance de savoir quand ils vont même se dire qu'ils vont baisser les taux. En gros, ils vont continuer à être dépendants des datas, hein, ça va être meeting après meeting, et les projections sont d'un retour à la normale autour de 2026. Là, je me permets d'insister quand même sur cette augmentation du chômage, c'est plus 0,6, c'est clair, c'est pas non plus énorme, mais on voit quand même que, voilà, pour moi, Powell... si on retourne vers les 4,2, 4,3, pourrait commencer à s'affoler un petit peu. Ensuite, on attaque les questions. Donc ça, c'était juste son petit discours avant les questions. Globalement, la première question qui dit sur le core PCI, on attend 2,8% à la fin 2024, mais en fait, d'une certaine manière, on y est déjà. Donc la question que pose ici le journaliste, c'est de dire... Ça veut dire que vous pensez que pendant les 6 prochains mois, il n'y aura pas du tout de progrès sur l'inflation, malgré le fait que vous considérez que vous êtes à un niveau des taux qui est suffisamment, pour vous, du moins, restrictif. Donc ça paraît un petit peu bizarre aux journalistes qu'on lui présente les choses comme ça, on va dire. Il dit oui, c'est tout à fait ça, mais globalement, d'une certaine manière, on est effectivement sur des mois où on va effacer de la data qui était beaucoup moins plongeante que par le passé, et que donc du coup ça va être beaucoup plus compliqué. Donc on est très conservateur sur nos prévisions, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire. Il nous dit pour le coup ce sont des prévisions sur lesquelles on est très conservateur. Donc cette fameuse une coupe de taux au lieu de 2 correspond à un certain conservatisme sur les prévisions. Pourquoi la question suivante, pourquoi en septembre, une coupe serait-elle possible en septembre, du moins? C'est-à-dire, pas au prochain meeting, mais finalement à celui d'après. Je vous mets ici les prochains meetings, vous le voyez, 31 juillet et 18 septembre. Il n'y a pas de meeting en août, puisque c'est les vacances. Il nous dit que beaucoup de choses, Powell, hein, donc du coup, nous dit que beaucoup de choses dépendent des datas. Il navigue un petit peu à vue et c'est difficile de dire ce qu'il va faire précisément en septembre. Il ne veut pas donner une date. D'ici septembre, finalement, on aura 3 lectures d'inflation, hein, vous l'aurez compris. Il y aura celle de juin, qui sera début juillet, et celle de juillet qui sera début août, et celle de septembre qui sortira avant le meeting. Ça veut dire 3 fois des datas qui sont très importantes pour lui, et sous-entendu, pour le moment, il ne peut pas dire si cette coupe aurait lieu en septembre ou ailleurs. On lui pose la question ensuite, qu'est-ce que ça fait quand vous avez le même jour le CPI et le FOMC, c'est-à-dire quand vous avez les datas finalement le matin même, hein, puisque les FOMC durent 2 jours, donc ils ont déjà une réunion d'une journée sans avoir la data. Moi, ça m'étonnerait qu'ils aient pas quand même des petites... pas mal d'infos sur ce qui se passe, mais bon, voilà. Il dit qu'ils update dans la journée en fonction du chiffre, et qu'ils sont libres de faire les changements sur les fameux forecasts, le graphique que je vous ai montré tout à l'heure. Il dit qu'aujourd'hui, pas grand monde en a fait, malgré le bon CPI de la journée. Donc on reste sur, encore une fois, quelque chose qui était assez conservateur dans les prévisions, mais qui n'a pas beaucoup évolué, malgré le plutôt bon CPI. Encore une fois, on va pas dire que c'est non plus le CPI du siècle. On était 0,1% en dessous du forecast. C'est pas non plus le truc incroyable, d'accord ? Question ensuite, le marché du travail est de retour au même niveau qu'avant la pandémie, c'est-à-dire dans les mêmes conditions, hein, à peu près. Bon, je vais essayer d'étayer, hein, mais voilà, en gros, avant la pandémie, on était autour des 4% à peu près, janvier 2019, oui, c'est ça, 2020, c'est le moment où ça augmente, puisqu'on ferme les frontières américaines, etc. Oui, il dit oui, et notamment on peut dire qu'il y a à peu près 2 ans, le marché commençait déjà à être en large surchauffe, hein, la partie de surchauffe, on va dire qu'elle se trouve au plein emploi total, et grâce à l'immigration, ça se calme un petit peu, immigration des Mexicains, hein, bien sûr. Les démissions diminuent également, ce qui est un petit peu un problème. Le chômage est très bas, mais il augmente doucement et graduellement, ce qui nous fait dire que on est sur la bonne voie. Question, vous avez donc changé dans les prévisions depuis mars.
vous avez donc présenté moins de réduction de taux, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Qu'est-ce qui a changé? Il dit que les prévisions d'inflation ont changé. Il pense que ça prendra plus de temps et que les premiers et deuxième trimestres ont stagné, donc ils ont été obligés finalement de revoir un peu leurs prévisions en se disant que cette stagnation va continuer, d'accord? Donc du coup dans leurs prévisions ils ont dû revoir leurs chiffres de prévision d'inflation pour la fin de l'année à la hausse. Les attentes ont augmenté sur l'inflation, les taux ne devraient pas revenir au niveau pré-pandémie. Là on parle bien sûr de cette idée finalement que les taux pré-pandémie étaient autour de 0. C'était là, pardon. Oui, c'était là. Pré-pandémie était autour de 0. On était monté à 2,52 ici. On était en train de graduellement, depuis 2016, remonter les taux. 2019, donc c'est la pandémie. On revient à un taux 0. Hein, c'est ce qui a bien poussé pour Bitcoin, le marché action, etc. Et puis là, actuellement, vous voyez qu'on est remonté. Et donc... j'ai perdu où j'en étais, excusez-moi. Nous sommes à un niveau neutre, c'est ce qu'il estime lui, donc 5%, niveau neutre des taux, mais de politique restrictive. Donc nous pensons que ça va prendre énormément de temps. Sous-entendu, on ne veut pas monter plus parce que pour le coup, on rentrerait en politique ultra restrictive et là on est à peu près sûr de casser quelque chose dans l'économie, et en même temps on ne veut pas baisser trop tôt parce que là on est sûr de perdre les acquis de ce qu'on a déjà eu, bien sûr, sur les taux sur les taux d'inflation. On passe à une seule coupe cette année et je pense que c'est plus une idée d'attendre les datas. On pourrait traduire que ce sont des prévisions conservatrices. Encore une fois, ça revient un petit peu à la question tout à l'heure, mais c'est parce qu'il a eu à peu près la même réponse. Vous dites que vous êtes dans une... Donc ça c'est la question. Vous dites que vous êtes dans une politique restrictive, mais il n'y a pas de progrès sur l'inflation. Selon vous, pourquoi ? Il dit que pour eux, clairement, il y a eu des gros problèmes avec le Covid, bien sûr, et le fait que les supply chain, la traduction, ça serait les chaînes d'approvisionnement ont été complètement défoncés, hein, tous les imports depuis la Chine, etc., toutes ces choses-là, les semi-conducteurs, toutes ces choses-là. Et puis en plus, il y a eu une énorme injection d'argent dans l'économie, ce qui nous a donné finalement un double problème à régler. Mais on a fait de très beaux progrès ici pour aller dans ce sens. Question suivante, au mieux une coupe sur les taux, mais vous anticipez un statu quo sur toutes les datas. Ça revient un petit peu à la question qui avait été posée tout à l'heure, c'est-à-dire, vous nous dites que vous allez couper sur les taux, mais en fait, sur toutes vos datas économiques, toutes les datas sont à plat, hein, dans vos nouveaux forecasts. Dans ce cas, pourquoi vous coupez les taux ? Puisque on aura une inflation qui sera au même niveau probablement pour vous à la fin de l'année. Pourquoi est-ce que vous anticipez une coupe de taux ? Il dit que la politique est restrictive et qu'il pense qu'il y aura des progrès, parce que finalement, le fait d'être à 5,5 va faire stagner un peu les choses. C'est-à-dire que ces progrès prendront finalement un certain temps pour être appliqués dans l'économie. C'est ce que j'entendais tout à l'heure par niveau neutre, mais politique restrictive. Ça veut dire que plus haut, ça ferait du mal pour lui, et couper tout de suite, ça ferait du mal aussi parce qu'on perdrait finalement les acquis de ce qui s'est fait jusque-là. Les banques et le housing, est-ce que les banques et le housing vont vous poser problème ? Sous-entendu, la question qui est posée, et c'est par le même journaliste qui avait posé la question juste avant, c'est de dire, est-ce que vous comptez couper, faire une petite coupe quand même cette année, ou en tout cas la proposer, la prévoir, la mettre dans la marmite. Est-ce que c'est parce que finalement vous sentez que le secteur immobilier ou le secteur tout simplement bancaire sont au bord de craquer, hein ? Pour lui, il dit le housing, c'est pas tellement son problème. En gros, je parle des prix de l'immobilier, hein, bien sûr, là, ici. Lui, il aimerait plutôt les voir diminuer. Aux États-Unis, il y a aussi des systèmes un peu spéciaux qui peuvent éventuellement faire que vous pouvez réindexer vos loyers. J'écris rent, là, mais c'est pareil, sur les taux. Non pas sur l'inflation ou l'indice de la construction, comme c'est le cas en France, mais directement, finalement, sur les taux auquel vous payez votre crédit, c'est-à-dire je reporte sur mon locataire l'augmentation des taux, il y a des choses qui sont possibles dans ce sens-là. Et puis bien sûr, les gens après augmentent leur loyer un petit peu à la manière dont ils le veulent, en fonction de combien ils ont payé leurs biens, hein, et on sait qu'il y a eu quand même une petite bulle immobilière post-Covid.
Et puis également, en fonction de combien leur coûte leur crédit, tout simplement. Puisque aux États-Unis, je rappelle qu'ils n'ont pas des taux fixes, la plupart du temps, ça va être des taux qui vont évoluer avec les taux directeurs de la Fed, justement. Aux États-Unis, beaucoup plus d'efficience sur les hausses de taux directes sur l'économie, bien sûr. Question, où se trouve la pression inflationniste selon vous? C'est-à-dire que où est-ce que vous voyez que les choses finalement font pression? Pour lui, c'est le marché du travail et les salaires principalement qui font pression, mais aussi les prix à l'import et puis les housing services, qu'ils appellent les housing services. Ça va plutôt être justement tout ce qui est rent, etc., tout ce qui est loyer, mais aussi bien sûr, si vous avez une maison et que vous la possédez, ça va être le crédit que vous allez payer, et puis voilà, ça va être toutes ces choses qui finalement sont plus ou moins liées au housing et à l'hébergement. Il dit que la plupart ont diminué, mais qu'il y a certains qui continuent à faire une pression inflationniste. Question, une ou deux coupes auraient quel effet? C'est-à-dire une ou deux coupes sur les taux, bien sûr. Pour vous, quel effet ça aurait sur l'économie? C'est-à-dire un peu la même question. Si vous diminuez, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur l'économie? Là, Powell répond, je vois pas les choses comme ça. Pour moi, je regarde vraiment les choses comme une forme de globalité. On ne peut pas vraiment dire une coupe ou deux coupes auraient tel ou tel effet sur l'économie, mais sans doute que le marché, si jamais on commençait à baisser les taux, et là il parle du marché financier bien sûr, va commencer à pricer une baisse des taux, et que cela aurait des conséquences qui ne l'arrangent pas. Il nous faut donc un grand niveau de confiance avant de diminuer les taux. Donc là, j'ai vraiment repris cette question parce que baisser les taux, vous le comprendrez, ferait probablement augmenter les actions, le bitcoin, etc. Pas mal de choses comme ça. Impression de richesse d'une certaine manière, surtout que beaucoup d'Américains ont des retraites par accumulation, c'est-à-dire sont investis sur les marchés actions, et donc du coup, on peut éventuellement se dire que par ailleurs, ça augmenterait une certaine demande, et ça n'irait pas nécessairement dans le sens d'une baisse des prix, puisque quand il y a plus de demande, il y a plutôt une augmentation des prix. Donc pour eux, il faut vraiment que le niveau de confidence soit extrême, entre guillemets, pour donner ce signal-là au marché, tout simplement. Question un peu con, mais quel est votre message pour l'Amérique qui en chie en ce moment et qui, en gros, vit de chèque en chèque, etc. et toutes ces choses-là. Il lui dit, l'économie, le marché du travail sont forts et on fait ce qu'on peut pour diminuer l'inflation. C'est notre boulot, on va y arriver. Des CPI un CPI qui est encourageant et le housing, c'était la question suivante. J'ai pas tellement bien noté la question, mais c'est pas grave, on va passer. Il répond que le PIB est encourageant, le rapport du CPI du jour est encourageant également. Par contre, par rapport au housing, quand les loyers augmentent justement avec les taux, il y a un gros lag qui se crée et ce lag peut durer plusieurs années. Effectivement, quand vous allez augmenter un loyer, vous allez assez difficilement revenir à le diminuer derrière, sauf si vous n'arrivez plus à louer votre bien. On est d'accord là-dessus. Si votre locataire reste, ça c'est dans tous les pays, c'est une donnée intrinsèque, donc bien sûr c'est quelque chose qui lague énormément. Au mieux, vous allez arriver à faire stagner les loyers pendant un certain temps, mais ça c'est le mieux du mieux, d'accord, tout comme les prix de l'immobilier d'ailleurs, mais en soi c'est assez difficile, sauf crise immobilière, de faire corriger ce genre de data. On voit quand même que sur le marché du travail, les gens cumulent les emplois, c'est une question encore une fois, et qu'il y a plus de crédits sur les cartes de crédit. Vous savez qu'aux États-Unis, vous pouvez emprunter directement avec votre carte de crédit, les crédits revolving, qui sont aussi directement, bien sûr, basés sur les taux de la Fed, et qui augmentent en fonction de ceux-ci. Quels sont pour vous les signaux que l'économie va craquer, en fait ? Et là, la réponse, il dit qu'il y a de plus en plus effectivement de défauts sur les cartes de crédit, c'est-à-dire le défaut de paiement. L'épargne est en train de diminuer actuellement et il regarde attentivement cela et les dépenses des ménages, mais les dépenses des ménages restent stables. Quand l'inflation sera sous contrôle, eh bien à ce moment-là, ils pourront éventuellement se dire que c'est tout bon. Mais avant ça, il y a toujours des risques, bien sûr, que l'économie craque. Ça me fait penser à quelque chose auquel j'ai pensé sur ce moment-là. Donc là, je fais une petite aparté. Personnellement, ça me fait un peu penser... vous savez, par exemple,
parce qu'on parle de après la pandémie, hein, bien sûr. Et je crois qu'il y a quand même un certain nombre de personnes, on va se mettre là-dessus. Il y a quand même un certain nombre de personnes ici qui se sont retrouvées un petit peu mal quand on était à 15% de chômage et donc du coup qui d'abord se sont dit c'est le retour au boulot, je vais cumuler des jobs, etc. Ceci, cela. Pour une autre partie des personnes, ceux qui ont beaucoup plus les moyens, je pense qu'il y a eu quand même aussi une forme de trauma. Bon, ça a été peut-être un petit peu pour tout le monde, mais il y a eu quand même ce côté vous allez tous crever qui continue peut-être quand même un petit peu en ce moment avec sur fond de guerre nucléaire ou quoi que ce soit, Troisième Guerre mondiale, etc., à être mise en avant. Et finalement, il y a peut-être cette espèce de côté de je vais tout claquer avant de crever. Excusez-moi, je me fais... c'est très psychologique là ce que je dis, mais d'une certaine manière, vous voyez, je sais pas si vous voyez dans les aéroports, c'est pour ça qu'il y a des duty-free souvent de très grandes marques, etc. Je sais pas, prenons l'exemple d'une Rolex. Les gens ont finalement une peur induite qui est subconsciente, qui fait qu'ils sont beaucoup plus enclins à acheter une Rolex avant de prendre l'avion, parce que pour eux c'est un épisode dangereux, entre guillemets, que de le faire, d'aller dans la rue et de prendre la décision d'acheter une Rolex. Je sais plus comment ça s'appelle, mais les duty-free font leur beurre là-dessus. C'est-à-dire, il y a deux choses quand vous allez en duty-free. Il y a le besoin de faire un cadeau parce que vous êtes parti loin. C'est ce qui fait une bonne partie du business des duty-free, parfums, etc., cosmétiques, toutes ces choses-là. Il y a bien sûr ce côté un peu j'achète des clopes à pas cher, mais il y a aussi également et surtout, je vais peut-être crever, je crèverai avec une Rolex. Et c'est c'est une métaphore, bien sûr, mais pour expliquer que peut-être pourquoi les gens, malgré finalement, pourquoi l'économie va si bien, pourquoi la demande est-elle aussi forte, etc. On peut peut-être essayer d'imaginer ce genre de choses, c'est-à-dire une inversion psychologique de se dire, je suis pas dans les savings, je suis pas dans ces choses-là, etc. Et c'est vrai qu'on voit énormément, très peu d'épargne finalement se mettre en place en ce moment. On voit également des comportements qui sont à la dépense, alors que d'une certaine manière, c'est pas nécessairement dans la rationalité qu'il devrait y avoir en ce moment, mais également, bien sûr, on voit des gens qui sont quand même en train de bosser, donc qui, pour, d'une certaine manière, continuer à rester dans l'hédonisme, d'une certaine manière, travaillent, bien évidemment, il n'y a pas de souci là-dessus. C'était une aparté de ma part, voilà, mais parce que je pensais à ça en lisant en écoutant le discours de Powell. Le fait que le marché du travail corrige, est-ce que pour vous ça sera une data fiable et à quel moment vous allez, en fait c'est un peu tout le temps les mêmes questions, mais à quel moment vous allez donc du coup pivoter. Le fait que le marché du travail corrige, on parle bien sûr de corriger à la hausse, c'est en train d'arriver plus ou moins un tout petit peu quand même. Et il dit que dès qu'on sera au-delà de leur forecast, c'est-à-dire les prévisions, et je le rappelle c'est 4,2 pour la fin de l'année, on est à 4 là actuellement, dès que ça sera, si jamais c'était au-delà, on va commencer à s'affoler un petit peu, et si on voit que quelque chose se trouble à ce moment-là, on prendra potentiellement la décision de baisser plus tôt et avant les fameuses targets des 2%. Est-ce que 2 bons mois à la baisse sur l'inflation pourraient éventuellement vous emmener à dire que c'est bon, il y aurait une coupe des taux en septembre? Sous-entendu 2 bons mois, ça voudrait dire que juin serait bon et juillet serait bon. Et il dit, je peux pas vous donner de date, je peux pas vous dire si 2 bons mois, ça sera également vraiment le déclic pour nous. Je ne réfléchis pas comme ça. Ce qu'on regarde, c'est une totalité de data ensemble, et on réfléchit ensemble à ces choses-là. Je ne suis pas tout seul non plus, et donc du coup, je peux pas vous donner une date ou quoi que ce soit, ou vous dire que il dit, je comprends la question, vous voulez avoir tous une date, etc. Ce genre de choses. C'est pas du tout comme ça que je peux vous répondre, du moins. Le Monde, c'est une question d'un journaliste japonais qui était intéressante, mais pas tellement dans le thème, on va dire, et qui dit le monde et surtout les marchés émergents, qui sont dépendants du dollar bien sûr, souffrent d'un dollar très fort.
Est-ce que pour vous c'est une data que vous intégrez dans plus ou moins vos analyses, etc. Et là il dit c'est au ministre des Finances de penser à ça. Personnellement c'est pas du tout mon job. C'est vrai que l'économie américaine est très forte, ça se reflète dans le dollar, mais nous on ne manage que les choses en interne et on ne s'intéresse pas vraiment au reste du monde d'une autre manière. Troisième question. Le PCI est égal à 2,8%. Vous aviez dit que vous alliez couper sur le chemin des 2%. Pourquoi ne pas couper cet été? C'est un peu la question inverse de celle qu'on avait eue auparavant. Et là, il dit, on a un risque à deux faces, finalement. D'abord, c'est perdre l'opportunité d'un soft landing en ne coupant pas, c'est vrai, c'est une possibilité. C'est-à-dire que si on reste à des niveaux restrictifs, alors qu'il y a des choses qui commencent un petit peu à montrer qu'elles se cassent, eh bien, à ce moment-là, c'est pas une très bonne idée. Et le deuxième risque, c'est de perdre les progrès qui ont été faits jusque-là, justement, sur l'inflation. On essaiera de ne pas attendre que quelque chose se casse justement, et on essaiera d'être extrêmement réactif si on voit que quelque chose se casse. Dernière question, le housing est très inflationniste. Si jamais il se met à diminuer, est-ce que ce serait pour vous un signal? Ce à quoi Powell répond plus ou moins non sur le fond. Donc, résumé de ce FOMC. La mauvaise nouvelle, c'est que les membres de la Fed ont revu leurs prévisions et que, d'une certaine manière, même s'il n'y a pas de hausse des taux ou quoi que ce soit, eh bien, ils ont revu leurs prévisions en disant on vous avait dit qu'il y aurait 2 coupes cette année, ce qui est théoriquement dans les prix, et ils ont revu leurs prévisions en disant que non, en fait, il n'y aurait qu'une coupe. D'accord? Donc c'est pour ça que la correction, entre guillemets, se met dans la bougie du 20h. D'accord? Si même, je pense que si je descends... Voilà, à 20h, à partir de 20h, vous le voyez ici, c'est la bougie du 20h en 15 minutes. Et c'est là qu'on commence à corriger, parce que le rapport sort, et que c'est pas une belle nouvelle que d'apprendre ça, d'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a eu un bon CPI aujourd'hui. La troisième chose, c'est que Powell nous a quand même dit qu'il avait une vision que les datas et cette prévision à une seule coupe des taux au lieu de 2 étaient, conservatrices. Donc au niveau du fonda, le CPI d'aujourd'hui est bon, le meeting de la Fed n'est pas bon, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Et ça se reflète très bien dans les prix d'ailleurs, hein. Au niveau des shorters, enfin des traders à court terme, le fonda aujourd'hui c'était une journée à fort fondamental, et en gros c'est ce qui se reflète dans les prix. Revirement de la Fed sur le nombre de coupes cette année, et à l'inverse, bon CPI qui aurait pu faire que... La deuxième chose que nous dit Powell, pour moi, entre les mots, hein, et c'est pour ça que moi je regarde tous les FOMC, parce que j'aime bien savoir ce qui se passe entre les mots, c'est qu'ils n'ont pas trop pris acte du CPI d'aujourd'hui, étant donné qu'il est sorti ce matin, et que ils n'ont pas énormément révisé les datas qu'ils avaient faites jusque-là. En gros, plus ou moins, ils avaient prévu un CPI au consensus, et pour lui, on est à peu près au consensus. C'est pas un excellent CPI, même s'il se gargarise du moindre 0,1%, et c'est normal, eh bien, c'est pas non plus un... Enfin, pour lui, voilà, ils ont pas réellement mis dans leurs prévisions plus que ça le fait qu'on était en dessous du consensus. Alors que c'est ce que le marché a fait, d'accord? Le marché sur les starting blocks, là, pour dire, à la première annonce de baisse des taux, donc pour moi, aujourd'hui, le discours était plutôt hawkish, c'est-à-dire il était plutôt orienté vers une baisse de l'inflation, plus que faire plaisir au marché. Et on l'a vu également sur l'idée, c'était de se dire et de penser, en fait, d'une certaine manière, que donner un signal haussier au marché n'irait pas dans le sens de la démarche actuelle, sous-entendu, si jamais il voit très bien que le premier signal de baisse qu'il va donner au marché devra se faire d'une certaine manière à un moment où c'est déjà dans les prix. Sous-entendu également, vous le voyez là pour l'instant, on a donc du coup un meeting en septembre qui... Et là, je vous le dis tout de suite, cet après-midi, on était autour des 70%. C'est-à-dire que ne serait-ce que après l'annonce, justement, que la Fed dise
eh bien, regardez, moi je pense que je vais pas couper. On a déjà beaucoup plus de monde ici qui est venu. Donc on a eu un bon CPI qui avait fait augmenter cette notionnalité qu'on pouvait baisser les taux en septembre, pas en juillet, mais en septembre. Et aujourd'hui, suite à l'annonce, on a ce chiffre qui a quand même baissé. Néanmoins, on a quand même une majeure partie du marché qui pense que la baisse des taux se fera en septembre. Et donc là, on était à 5,25. Et ici, on commence à naviguer avec des 50%. Donc certaines personnes qui ne croient pas réellement Powell. Et ici, voilà. Globalement, le marché lui price plutôt 3 coupes des taux d'ici la fin de l'année. En ce moment, ça va s'ajuster un petit peu, bien sûr, avec tout ce qu'on a eu comme information aujourd'hui, et alors que Powell nous dit, moi, j'en ferai qu'une, d'accord. La question, c'est quand, et pour l'instant, le marché est plutôt en train de penser que cette première coupe arrivera effectivement en septembre. Bien évidemment, chaque CPI sera extrêmement important d'ici là. Le prochain CPI, ce sera dans un mois, et le prochain FOMC, ce sera dans un mois et demi maintenant, 31 juillet, et ainsi de suite. Et puis ensuite, on aura un autre CPI en juillet, et ainsi de suite. Encore une fois, il y aura 3 CPI avant, ne serait-ce que ce niveau-là. Donc, il y aura toute une analyse à continuer à avoir et à suivre. Moi, j'aime bien calculer le CPI avoir une très bonne idée du CPI du moins là ce sera au 30 juin, c'est-à-dire sous 15 jours. Je préfère savoir avant quel sera le consensus, parce qu'en général le consensus ne sort que quelques jours avant, pardon. Donc voilà un peu l'idée du moment, c'est que si la Fed est data dépendante et si la liquidité qui est dans l'économie fait réellement bien sûr pricer tout ce qui est pricé dans cette liquidité-là, bien évidemment, à ce moment-là, il faut bien sûr suivre les choses. En termes de structure, globalement, sous-entendu, est-ce qu'on va venir perdre ce point-là ou pas? Ou est-ce que c'était un lot de marché? Bon, je pense que quand même, si on regarde le fondamental, on va dire l'annonce qui a été faite à 20h ici est assez péchue en termes de mauvaises nouvelles, d'une certaine manière, d'accord? Ça rajoute quand même une forme de mauvaise nouvelle, là où le marché était en train de pricer quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une discordance entre ce que nous dit la Fed et ce que le marché a dans ses prix. Vous comprenez ici que le marché était en train de... Et dans les prix, en théorie, on a 3 coupes de taux. C'est ce que je vous ai montré sur les forecasts, le FOMC tool, le CME tool, pardon, et la Fed vient de nous dire, ah non, mais c'est pas ça, vous n'êtes pas du tout dans le ray, nous, on part sur une coupe de taux. Donc ça, c'est des choses qui théoriquement pour moi peuvent faire qu'on enfonce le bas. Néanmoins, ça reste, et on l'avait dit hier, un très beau niveau pour augmenter. Et on a déjà eu des choses au quiche qui se transforment en bien. Mais néanmoins, je considère quand même que fondamentalement, ce que nous a donné Powell là, ça reste pour moi quand même une assez mauvaise nouvelle. Donc, est-ce que ça va néanmoins nous faire perdre le support intermédiaire qui est ici? C'est une très bonne question. Dans tous les cas, voilà, je serai plutôt conservateur sur les trades que je suis en train de faire, mais d'une certaine manière, pour l'instant, je reste dans l'esprit que ceci est une flat et qu'on en a trouvé le bas au point actuel de ce matin. Cela dit, mauvaise nouvelle fondamentale, on est obligé de l'intégrer bien sûr dans l'analyse et ça peut très bien traverser et venir chercher des endroits qui sont plus bas, mais quelque part ça sera tant mieux pour éventuellement ceux qui veulent acheter, ceux qui ne se sont pas nécessairement exposés comme ils voudraient, etc. Si jamais on vient vraiment à littéralement perdre une partie de la structure, est-ce qu'on va sous la structure à 56, est-ce qu'on tient les 60, est-ce qu'on tient les 66? Pour le moment, je pars vraiment du principe qu'on va tenir les 66 et casser ce niveau-là. Malheureusement, c'était un peu la nouvelle dont on aurait eu besoin, celle tout simplement effectivement au moins que les forecasts soient plutôt bons, quoi, d'accord, parce qu'on avait eu un bon CPI finalement, donc on aurait pu s'attendre à des bons forecasts, d'autant plus meilleurs. Donc là, ça va être à la lecture du bonhomme et du marché. Voilà, donc pour le moment, moi, scénario privilégié, je reste dans l'idée que la correction c'était ça, d'accord, A, B, C, une flat et on pousse plus haut, ok.
C'est mon idée principale. Cela dit, si jamais on doit dévisser, retourner à 60, hein, puisque là, vous comprenez, on a un range sous les yeux. Enfin, celui qui veut y voir un range peut y voir un range, puisque, enfin, en gros, on a un énorme support et une énorme résistance, hein, c'est ce qu'on a sous les yeux. Est-ce qu'on retournerait bas de range? Voilà, pour moi, ça serait, dans le contexte actuel, pas extrêmement choquant de le faire, puisque le marché a 2 coupes d'avance, il va être peut-être obligé de mettre dans ses prix quelque chose. Maintenant, on a eu beaucoup de moments dans l'année où le marché ne croyait pas Powell et entre guillemets, il faisait un petit peu sa vie. Est-ce que ça va être le cas aujourd'hui? Est-ce que l'info d'un bon CPI est plus forte que les annonces de JJ? Je pense qu'on le saura dans cette zone-là, d'accord, entre là et là, déjà. Si on casse ça en haut, ça veut dire continuation haussière et cassure du range vers le haut. Si on repère ça en bas, on peut taper sur l'idée éventuellement d'aller un petit peu plus bas. Je ne nous vois pas nécessairement, j'ai parlé de ce range. C'est pas exclu vraiment qu'on revoit des plus bas sur là. La mauvaise info, c'est qu'on passerait au travers à ce stade de l'accumulation semi-agressive, que j'appellerais semi-agressive, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire, si je vous montre en weekly. Ici, vous avez l'accumulation non agressive, on va la raconter comme ça, celle de 15 à 25 ici, d'accord. Et là, on a accéléré le momentum. Tout s'est accéléré sur fond d'ETF, d'accord. Si on passe au travers de cette accumulation momentum, de ce momentum d'accumulation semi-agressif, attention parce que bon, voilà, derrière, si c'est retour bas de range, etc., toutes ces choses-là, donc 60K. On n'est pas à l'abri de revenir revisiter la trend initiale, c'est-à-dire 48, voilà. Maintenant, je le vois pas du tout comme ça pour le moment, mais l'idée c'est de pas regarder le prix drop et puis se dire où est-ce qu'on va, en fait, je sais pas trop, j'achète là, etc. L'idée c'est, moi ça a toujours été, et ça le sera toujours, d'intégrer tous les scénarios et de faire un juste équilibre entre liquidité fondamentale et tout le reste. Bon, liquidité, on va vite fait faire un tour en prévision de ce qui se passe demain. On a liquidé un paquet de monde là, on est revenu sur la borne basse. Si on doit valider un open interest plus haut que tout ça, c'est maintenant. Sous-entendu, si on doit déleverager le marché vers le bas, ça peut se faire maintenant aussi. On n'a pas touché ce petit niveau de short là, on a pété celui-là, on savait qu'on avait du short là-dessus. Revenir sur les bas, pourquoi pas. Les spreads sont en train de passer négatifs, donc ça souligne quand même un certain revirement, hein. Vous voyez qu'ils ne sont pas beaucoup passés négatifs dernièrement. J'ai pas mal d'achats market à l'instant T. Ça, c'est intéressant. Il y a eu de la vente market sur tout ça. Et là, vous voyez que ça achète fort en market. Donc, au CVD spot sur le marché, là, ça achète assez fort. L'open interest, c'est une question. C'est-à-dire, on est sur des ATH d'open interest depuis un certain temps. Et on a réussi à passer, vous le voyez ici, c'est la borne rouge. On a réussi à passer une borne, là où avant, on déleverageait systématiquement sur cette borne-là. C'est-à-dire que quand on était à 12 milliards d'open interest sur les exchanges, il y avait un deleveraging qui se faisait. On était potentiellement en train de commencer à intéresser un peu plus de monde, un peu plus de market makers, etc. et à commencer à accepter beaucoup plus de leviers. À chaque fois, il y a des paliers comme ça qui se font, etc. Là, on va voir si ça tient. C'est-à-dire, si on repart en dessous, si on devait être déleveragé totalement, ça serait un retour aux 10 milliards, voire aux 9 milliards. C'est-à-dire, on déflush complètement tous les longs. Et donc là, du coup, ça ferait une action de prix extrêmement baissière. Si on partait dans une news qui est mauvaise et que le marché prend très mal et qui part sur une très forte vente. Là, ce que je peux voir en fait sur le funding également, c'est que j'ai une augmentation de prix là-dedans. Avec en même temps du monde qui rentre en short, peut-être des insiders aussi, c'est tout à fait possible ici qu'il y ait des gens qui soient au courant de ce qu'allait dire Powell. On va dire que c'est pas exclu. Et sur la descente ici, j'ai un funding qui augmente alors que théoriquement il devrait être en train de plonger, malgré les fermetures de contrats. Donc ça veut dire que je suis un peu longué sur cette zone-là, et ça veut dire que, tiens, on va faire la mise à jour, comme ça au moins on est à jour.
Ça veut dire que je suis un petit peu longué sur cette zone-là, et ça veut dire que je suis très légèrement shorté de plus belle sur cette zone-là. Donc scénario privilégié, moi en ce qui me concerne, une continuation depuis le point qu'on a touché ce matin. Cela dit, je ne serais pas étonné qu'on enfonce un petit peu plus. Aller à 60, pour le moment, c'est pas vraiment dans le scope. À quel moment on décide que effectivement ça sera 60 le niveau sur lequel on ira, c'est-à-dire qu'on va retourner bas de range, on va rester dans cette structure là de range, hein, bien sûr. Ouais, je dirais que déjà quand on perd la trend d'accumulation, là ici autour de 64, ça peut être un endroit où on peut commencer à se dire que c'est le cas. La deuxième chose également, bah, c'est bien sûr si on enfonce le 4 heures qui est ici à 66 800. Si on enfonce ce 4 heures là, bah, à ce moment-là, pour le coup, il n'y a plus grand chose qui nous tient pour aller sur des zones plus basses. Donc, bonne nouvelle et mauvaise nouvelle aujourd'hui finalement, c'est comme ça qu'on pourrait qualifier les choses. Une bonne et une mauvaise nouvelle égale zéro nouvelle. Voilà, peut-être qu'on peut continuer aussi à se dire que le marché va rester dans une forme d'indécision, ne pas trop savoir, jusqu'au prochain CPI, par exemple, pendant un mois. C'est tout à fait possible également, c'est-à-dire de se dire, bon, bah, finalement, pas de décisionnel fort actuellement de la part de la Fed, pas non plus d'excellent CPI, il est bon, mais il n'est pas non plus complètement incroyable. Voilà, quelle va être la suite? Ben, on attend finalement le CPI dans un mois, ça voudrait dire un mois à s'embêter un petit peu et à ne pas nécessairement passer l'ATH. Si à partir de là, Bitcoin doit franchir cette zone, il va falloir une nouvelle quand même, quelque chose qui le déclenche. Il va falloir que cette nouvelle soit probablement endogène à la crypto, d'accord, que ça soit quelque chose qui soit interne à la crypto éventuellement pour pouvoir prendre le jus pour passer au travers. On en a eu des très belles aujourd'hui, notamment Trump qui dit tous les derniers bitcoins minés doivent être fabriqués aux États-Unis. On a eu quand même, c'est un très beau moment en termes de fondamental pour l'adoption institutionnelle de la crypto. On va voir si justement c'est ça qui fait que peut-être elle se maintient sur 66 et qu'elle vient casser au travers. Donc, scénario privilégié, pour moi, ça reste une cassure pour le moment, mais je suis mitigé sur le discours de Powell, bien sûr, et ce FOMC. Pas du tout mitigé sur le CPI, qui est bon, voilà. Pas non plus incroyablement bon, mais il est bon. Et on voit que l'action de prix a tout de suite été quand même dans ce sens-là. On est friand de bonnes nouvelles sur l'inflation en ce moment. Le marché est vraiment prêt à partir sur n'importe quelle petite news. Mais en même temps, par ailleurs, à l'inverse, on est quand même également sur un Powell qui veut surtout pas donner de signal avant d'être absolument sûr qu'il ira aux 2%. Année de préélection, est-ce qu'il va pas nous sortir un truc du chapeau en septembre? J'aurais eu tendance à dire que s'il devait y avoir eu une surprise, ça eût été aujourd'hui, et que vous le voyez que la surprise, elle n'a pas été nécessairement dans le sens des élections. Donc, on peut lui donner ça au moins, c'est-à-dire que pour le coup, il fait son job, et peut-être en tout cas pas nécessairement motivé par une surperformance des marchés, on va dire, sur les potentiels 5 ou 6 derniers mois de Biden. Si c'est ces 5 ou 6 derniers mois. Dans tous les cas, s'il tient jusqu'à l'élection suivante, il aura du mal à faire le mandat en entier. Là, je pense qu'on est d'accord que on est quand même aux confins de la sénilité sur Biden. Je pense que personne peut dire que ce mec a toute sa tête. C'est pas quelque chose qui est dissible. Voilà, tout le monde, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. D'ailleurs, ça sera la question à la con du jour. S'il y en a un parmi vous qui pense que Biden a toute sa tête, qu'il se manifeste dans les commentaires, parce que pour le coup, c'est quand même relativement évident qu'il a plus trop la lumière dans toutes les pièces, quoi. Voilà.
Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je pensais pas faire aussi long sur celle-ci, mais à chaque fois le fait de effectivement décortiquer un petit peu tout le... en plus c'est au pied levé, hein, la vidéo vient de sortir, le discours vient de sortir, je fais ça à la main, en traduction simultanée on va dire, et puis je fais la vidéo tout de suite derrière. Donc mettez un like pour ça, parce que ça correspond quand même à du temps passé. C'est la tradition, moi j'aime bien le faire, encore une fois je l'aurais fait pour moi-même, je l'aurais juste regardé, hein, j'aurais pas fait la traduction, etc. C'est un peu plus long, mais je l'aurais fait pour moi-même dans tous les cas. Je regarde tous les FOMC depuis un certain nombre d'années maintenant. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.